Il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas encore, et elles sont à la fois effrayantes et incroyables. L'un des aspects les moins agréables, pour moi, du fait d'être doté d'un don, c'est de savoir, tout à coup, qu'une personne que je connais est gravement malade ce qu'elle a, et que, probablement, elle va mourir de cette maladie. Chaque fois que cela m'est arrivé, j'ai été profondément bouleversé. Il n'y a rien de pire que de savoir, soudainement, que quelqu'un que tu aimes est condamné. Surtout quand tu sais que tu ne peux rien faire pour l'empêcher. La première fois que cela m'est arrivé, c'était avec le fils de mon propriétaire. J'ai su qu'il avait le sida. Il ne présentait aucun signe apparent, je n'avais aucune raison de le soupçonner. Un jour, il est venu chercher le loyer et j'ai juste su. J'ai voulu ne rien dire, laisser passer. Mais je n'y arrivais pas. Alors qu'il s'apprêtait à partir, j'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai demandé s'il avait fait un test. Il a blêmi et m'a répondu qu'il attendait justement les résultats. À l'époque, il fallait attendre longtemps pour avoir les résultats. Il n'y avait pas encore les trithérapies, même l'AZT était encore expérimentale et difficile à obtenir. Quelques années auparavant, juste après mon emménagement, j'avais vu l'esprit de sa grand-mère décédée dans l'appartement. Je l'avais décrite dans les moindres détails, ce qui l'avait complètement choqué. Donc il savait que je n'inventais pas. Il savait que j'avais vu quelque chose avant. Il m'a demandé « Tu penses que je l'ai ?» Je lui ai répondu que je le ressentais. J'ai dit « J'espère vraiment me tromper. » Et lui, moi aussi. Puis il est parti. Quelques jours plus tard, il est revenu. Il m'a dit que c'était confirmé. Il était séropositif. J'étais anéanti. Il est mort 1 an et demi plus tard. J'aimerais pouvoir dire que ça ne m'est arrivé qu'une fois. Mais non. Ça s'est reproduit. Encore et encore. J'ai perdu plusieurs amis de la même manière. Chaque fois, je les voyais et je savais. Souvent avant même qu'eux ne sachent. Des années plus tard, je travaillais avec un collègue. J'étais juste assis là, quand j'ai su, il était porteur du VIH, sans le savoir. Je lui ai dit qu'il devait faire un test. Heureusement, lui a survécu, car il est né à une époque où les traitements étaient accessibles, contrairement à ceux que j'ai perdus. Mais le pire, ce fut ma mère. Elle était malade chronique, dépendante depuis des années, mais elle tenait le coup. Jusqu'au jour où, en lui parlant au téléphone, j'ai su que c'était pour bientôt. J'ai supplié mon père de l'emmener à l'hôpital immédiatement. J'ai pleuré, j'ai insisté. Elle m'a promis qu'elle irait, puis elle a raccroché, et j'ai su qu'elle ne le ferait pas. Le week-end suivant, j'avais un rôle dans un dîner-spectacle où je jouais une voyante. Le producteur savait que je lisais les cartes dans des foires, mais il ne prenait pas ça au sérieux. Jusqu'à ce que je lui fasse une lecture à la blague, et que je tombe sur quelque chose de très personnel, que je ne pouvais absolument pas deviner. Ma colocataire de l'événement lisait aussi les cartes. On s'est lu l'une l'autre, juste pour s'amuser, et puis on a parlé. Je lui ai dit que j'avais le sentiment que ma mère allait mourir. Que si elle ne finissait pas à l'hôpital d'ici la fin de l'année, ce serait un miracle. Quand je suis rentré, j'ai appelé mon père. Il m'a dit que tout allait bien. J'ai insisté, emmène-la voir un médecin. Mais il a évité le sujet. Quelques semaines plus tard, juste avant Thanksgiving, j'ai reçu l'appel, ma mère avait eu un premier AVC, elle était hospitalisée et c'était grave. J'ai tout fait pour trouver un vol, mais à cette période de l'année, c'était presque impossible sans payer plus de $1000, ce que je n'avais pas. Et mon père n'était pas favorable à ce que je vienne. Il voulait que je reste en contact par téléphone, que j'attende. J'ai fini par trouver un vol pour le 8 janvier. Mais c'était trop tard. Ma mère a eu un deuxième AVC et est morte juste après le Nouvel An. J'étais au téléphone avec mon père quand c'est arrivé. J'ai eu un pressentiment, je lui ai demandé d'appeler l'hôpital. Il a raccroché. Peu de temps après, il m'a rappelé. Elle venait de mourir. Oui, j'avais raison.
Mais j'aurais tellement préféré avoir tort. Voilà ce que c'est, quand c'est réel. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas impressionnant. C'est l'enfer. C'est regarder une personne que tu aimais savoir. Savoir quelque chose d'affreux que tu ne peux ni changer ni éviter. Être médium, ce n'est pas cool. Pour moi, ce n'a jamais été un cadeau. C'est un poids. Un poids que je n'ai pas choisi. J'ai rencontré une personne pendant mon adolescence, au lycée, qui a changé à jamais ma perception de la vie. Je n'ai jamais ressenti un lien aussi fort, aussi astral, avec qui que ce soit d'autre. À cette époque, mon trouble de la personnalité borderline n'avait pas encore été diagnostiqué, et j'étais dans les pires années de ma vie. Je luttais sérieusement contre une addiction à l'héroïne, que j'utilisais pour faire face depuis 5 ans. Heureusement, j'ai fini par en sortir, une boulimie préoccupante, une dépression, un trouble anxieux et des sautes d'humeur incontrôlables. C'est là que j'ai rencontré ce garçon, d'un autre lycée. Il incarnait le cliché du type artistique, dérangé, magnétique. Tout le monde le regardait avec une sorte d'incompréhension mêlée de fascination. On a commencé à sortir ensemble, et un jour, il m'a révélé qu'il était un enfant indigo, et qu'il était persuadé que moi aussi. On avait cette connexion incroyable, que je n'ai jamais retrouvée depuis. On flottait dans notre propre nuage, au-dessus des autres. Ma vie est devenue une suite de révélations sur moi-même, des découvertes de nouveaux angles, de nouvelles nuances. Pour la première fois, je me suis connecté à mon moi intérieur, et j'ai commencé à chercher un remède, ou du moins un apaisement, pour mes troubles mentaux. Un soir, il s'est enfui de chez lui et a marché 40 km à travers la campagne, juste pour venir me remettre une lettre. J'ai toujours cette lettre aujourd'hui. Dans cette lettre, il me parlait de sa mort imminente. Il savait, avec certitude, qu'il mourrait à 19 ans. Il décrivait sa mort dans les moindres détails, sans inquiétude. Il disait qu'il serait entouré de sang, d'aiguilles, de douleurs, mais que cela n'aurait aucun lien avec la drogue. Et puis, son 19e anniversaire est arrivé. Et il ne s'est rien passé. J'étais totalement paranoïaque. J'ai commencé à me demander s'il m'avait menti, pas que je voulais qu'il meure, je tenais profondément à son âme si belle. Mais j'étais perdu. Et en avril de cette même année, il est mort. Il a été écrasé par un camion transportant du gravier. Il est décédé dans l'ambulance. Quand la nouvelle est arrivée dans mon lycée, ma première réaction a été de rire. Un rire nerveux, absurde. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Et quand la réalité m'a frappé, tout s'est effondré. Chaque pièce du puzzle est tombée à sa place. Je n'ai pas la force d'en dire plus pour le moment. Peut-être plus tard, si quelqu'un souhaite vraiment savoir. Mais rien que de m'en souvenir, c'est douloureux. C'est écrasant. Ça me broie l'âme. J'ai un problème. Depuis que j'ai commencé à méditer plus régulièrement il y a quelques années, et à travailler avec mon subconscient, comme à travers l'analyse des rêves, je suis devenu de plus en plus conscient de certaines capacités psychiques. Je pense que je les ai toujours eues, mais je croyais auparavant qu'il ne s'agissait que de mes propres pensées. Maintenant, je me rends compte que ces pensées et émotions ne m'appartiennent pas. Cela m'est apparu plus clairement grâce aux exercices d'ancrage que je pratique, ou encore au fait que je passe beaucoup plus de temps seul, ce qui me permet d'avoir un point de comparaison. Quand je suis en compagnie d'autres personnes, des images apparaissent parfois. Ou des sons. Cela se produit de plus en plus souvent, au point que je sens que je ne peux presque plus fréquenter personne. Prendre le métro est incroyablement stressant. Faire les courses aussi. J'essaie d'éviter ces activités aux heures de pointe, ça a toujours été stressant, mais je pensais que c'était de ma faute, que je souffrais simplement d'anxiété sociale. Par exemple, j'ai vu une thérapeute pendant environ 1 an. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer sur moi-même et sur mes propres sentiments, parce que je ressentais une douleur immense en entrant dans la même pièce qu'elle. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux car cela intensifiait la douleur. Il y avait aussi des voix et des images qui me disaient des choses comme «
je n'ai pas l'énergie pour ça, je ne peux pas supporter ça. Je lui ai demandé, par exemple, êtes-vous sûr d'avoir l'énergie de travailler avec moi? J'ai l'impression de vous épuiser, d'une certaine manière. Et elle me répondait simplement, non, non, je vais bien, je me concentre sur ce que vous dites, ou pourquoi pensez-vous cela, en essayant de ramener cela à moi. Puis un jour, elle est en arrêt maladie à cause d'un AVC. Et maintenant, elle ne travaille plus. Un autre exemple, j'avais une colocataire. Elle n'est restée qu'1 mois avec moi, je n'ai pas pu supporter plus longtemps. Elle portait en elle beaucoup de traumatismes et faisait souvent des cauchemars. Avant cela, je dormais bien et j'avais rarement des problèmes de sommeil. Mais dès qu'elle a emménagé, j'ai commencé à faire des cauchemars très vifs et des terreurs nocturnes, à son sujet. Elle apparaissait assise sur mon lit, habillée comme une enfant, en train de pleurer ou de hurler, me demandant de l'aide. Ou bien elle m'attaquait, et je me réveillais en tremblant. Ma santé mentale s'est vite détériorée, alors elle a dû partir. Tous les petits amis que j'ai eus, j'entendais aussi leurs pensées. Je savais toujours, par exemple, quel secret honteux ils cachaient sans me le dire, comme ce garçon qui était accro à la pornographie violente. Et à peine une semaine après le début de notre relation, je savais que c'était le cas. Nous n'avions même pas encore eu de rapport sexuel. Et je lui ai posé la question, s'il avait des pensées sexuelles violentes, s'il aimait ce genre de choses, et il a juste éclaté en sanglots. Et c'est pareil avec mes amis. J'ai une amie, par exemple, chez qui j'entends littéralement une voix me dire, ou peut-être qu'elle se le dit à elle-même, « Je suis tellement moche, à chaque fois que nous sommes dans la même pièce, et je ne supporte pas ça. » C'est vraiment stressant. Elle a une très faible estime d'elle-même. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, ce genre de voix ou d'image envahit mon esprit. Et j'ai l'impression que je ne peux entretenir une relation normale avec personne. Il faut que la personne soit à 100% en paix avec elle-même. Et je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un comme ça. Le dernier exemple en date concerne mon thérapeute actuel. J'ai peur qu'il ressente une forme d'attirance ou d'affection pour moi, ce n'est absolument pas réciproque de mon côté, j'en suis sûr. Je ne peux pas le regarder dans les yeux, car des choses étranges apparaissent dans mon esprit, des fleurs, des images de lui courant partout, heureux et amoureux. Ça me met très mal à l'aise, ça me dégoûte un peu. Il n'a jamais franchi de limite, mais j'ai peur de ne plus pouvoir continuer avec lui. Ou avec un autre thérapeute d'ailleurs, parce qu'ils restent tous humains et imparfaits. Ma famille et mes amis m'ont déjà accusé en plaisantant de lire dans les pensées. Mon père était même convaincu que je pouvais lire dans son esprit pendant un certain temps. Je me demande s'il est possible que quelqu'un puisse aussi projeter ses intentions ou pensées récurrentes dans l'esprit des autres. As-tu déjà essayé de comprendre avec précision quelqu'un qui parle une autre langue? C'est juste une idée. Je ne sais pas si tout cela est lié à la télépathie ou si c'est quelque chose d'extérieur, un facteur inconnu qui aurait déclenché ça. Quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai fait un rêve partagé avec ma mère et mon frère. Nous avons tous raconté ce rêve exactement depuis la perspective de l'autre. La seule différence était la présence d'un homme au chapeau, que seul mon frère a vu, mais étrangement, j'ai ressenti une présence distincte à l'endroit exact où il a dit qu'il se tenait. Ma mère, elle, ne l'a pas perçu, mais elle était en train de pleurer, la tête dans les mains, pendant que mon frère et moi tournoyions à l'arrière de notre voiture familiale, qui semblait être immobile dans notre cour, donc il est possible qu'elle ne l'ait tout simplement pas vu. Ce rêve m'a marqué, car j'avais presque la sensation de savoir que c'était un rêve partagé. Apparemment, mon frère l'a ressenti aussi, car il en parlait avec ma mère quand je les ai rejoints. Cela s'est passé autour de 2005. Quand j'étais en CP, je me souviens d'un moment où j'étais dans le bureau du directeur, parce que ma maîtresse avait l'habitude de m'y envoyer pour des punitions physiques si je semblais ne serait-ce qu'un peu distrait en classe. Bref, ce jour-là, le directeur m'a regardé d'une manière étrange et les mots « est-ce qu'il est abusé sexuellement ?» ont surgi dans mon esprit. Malgré le contenu de cette pensée, j'ai senti intuitivement que c'était dirigé vers moi. Je me suis demandé d'où ça vient, et j'ai eu l'impression que ça venait de lui. Plus tard, à l'adolescence, ma mère m'a dit que le directeur les avait accusés,
elle et mon père, de m'avoir fait du mal, ce qui m'a complètement bouleversé. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai. Avec les années, j'ai appris à ignorer certaines choses, et il m'arrive souvent de ne pas remarquer quand quelqu'un essaie de me parler. J'ai toujours eu du mal à soutenir le regard des autres, et c'est encore le cas aujourd'hui. La vie continue. Je crois que des esprits sont attirés par moi, et certaines personnes ont dit que mon aura était violette ou mauve, si jamais ça signifie quelque chose. Je suis souvent submergé par des suggestions étranges quand les gens me regardent en public. J'ai toujours été fasciné par ce qu'on appelle le psychique ou le paranormal. Je ne sais pas exactement ce que tout cela signifie au final, mais il ne faut jamais oublier, tu es simplement toi. Je sais que c'est une phrase un peu générique, mais beaucoup de gens se pensent fous, ou même élus. Pourtant, c'est une possibilité parfaitement normale dans le grand ordre des choses. Un talent, en quelque sorte. Il faut juste faire attention à ne pas s'enflammer, car cela peut facilement faire basculer quelqu'un dans des troubles psychologiques ou des complexes. Je ne suis pas un professionnel, mais honnêtement, je crois qu'il n'y a rien de mal chez toi. Je voulais juste te dire quelque chose parce que ton message m'a vraiment parlé. Personnellement, je crois que toutes les personnes sont psychiques ou sensibles à des phénomènes psychiques. D'après mes expériences les plus pures, j'ai remarqué les pensées des autres précisément quand je m'y attendais le moins. À l'heure actuelle, je crois que les pensées n'appartiennent pas à une seule personne, mais qu'elles se manifestent à différents degrés chez les individus. En somme, nous partageons les pensées. Je l'ai vécu moi-même, mais je ne pense pas que mes anecdotes personnelles puissent convaincre quelqu'un qui ne l'a pas déjà expérimenté. Enfant, j'étais toujours paranoïaque à l'idée que les gens puissent entendre mes pensées, et cela me rendait nerveux à l'idée de penser certaines choses. J'ai vécu une expérience de mort imminente assez sérieuse à l'âge de 4 ans, à la suite d'un accident de voiture, et j'ai eu une expérience de sortie hors du corps. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la cause de mes expériences psychiques. Mon père est ce que je décrirais comme un lecteur d'esprit empathique. Ce n'est pas du tout quelqu'un de perché ou ésotérique. Il est scientifique de formation et charpentier de métier, avec une grande expertise. Peut-être que les facultés psychiques sont en partie héréditaires ? Cela dit, je considère que la lecture des pensées est une action passive. À mes yeux, tenter d'en faire une action volontaire embrouille les choses et tend à nourrir les illusions de grandeur. J'ai également vécu des expériences de clairvoyance, mais elles sont plus rares. La téléportation se produit tout le temps. C'est l'un des phénomènes surnaturels ou paranormaux les plus normaux qui se produisent dans ce monde. Mais c'est aussi l'un des moins signalés, car la plupart du temps, la personne trouve un moyen de rationaliser ce qui s'est passé, ou bien elle oublie simplement, elle l'enfouit profondément parce que ça l'a trop effrayée, ou parce qu'elle craint le ridicule. D'autres phénomènes tout aussi courants sont l'invisibilité spontanée et involontaire, la lévitation et la télékinésie. Ce sont des choses que les gens font, mais qu'ils s'efforcent d'oublier ou de réprimer. Ce qui joue en ta faveur, c'est le fait que tu étais enfant, et que tu essayais réellement de le faire. En tant qu'enfant, tu disposais d'un cadre mental différent, d'une plus grande croyance dans ces choses que les adultes modernes rejettent d'emblée. Et aussi de centaines d'échecs, ce qui rend chaque succès d'autant plus marquant. Est-ce qu'un faux souvenir est possible ? Oui, c'est une possibilité, comme pour beaucoup d'expériences et de personnes. Mais c'est peu probable dans ton cas, étant donné ton jeune âge à l'époque, ta volonté réelle d'essayer, et le fait que tu aies connu de nombreux échecs avant cela. Quant à moi, vers le même âge, je regardais des séries télé où les personnages lançaient des boules d'énergie, et j'ai voulu faire pareil. Je me suis donc tenu debout dans la salle de bain de ma maison d'enfance, les yeux fermés, tard le soir, avec toutes les lumières de la maison allumées. J'ai imaginé une boule d'énergie grandir entre mes mains. Puis j'ai ouvert les yeux, et j'ai voulu lancer ma boule d'énergie vers le miroir. Je croyais que si j'avais réellement une boule d'énergie, elle irait dans le monde du miroir et ne blesserait personne dans notre monde. Eh bien, non. Elle est passée à travers le miroir, a éteint la lumière de la salle de bain,
est passé à travers le mur jusque dans la cuisine, éteignant la lumière de la cuisine et le réfrigérateur, mais pas les autres lumières qui étaient sur le même disjoncteur. Ensuite, elle a traversé la petite salle à manger et a éteint la lumière du plafond, mais pas les autres lumières du même circuit. Mon beau-père a vu les lumières s'éteindre, est descendu au sous-sol, et a réenclenché les 3 disjoncteurs. En remettant le premier, un tiers de la maison est revenu, y compris la salle de bain, le salon et la chambre du fond. Le deuxième a rétabli la moitié de la cuisine que j'avais touchée, mais a coupé la chambre latérale. Le troisième a restauré la petite salle à manger et la chambre de devant. Il m'a dit qu'il n'avait eu besoin de réenclencher qu'un seul disjoncteur, mais il était un peu perplexe que seules certaines lumières, en ligne droite à travers 3 disjoncteurs, se soient éteintes. Évidemment, je lui ai dit la vérité, et il a ri, expliquant tout de manière rationnelle. Mais tout cela m'a effrayé, et je n'ai jamais essayé de recommencer. Il y a quelque chose dans le fait d'être un enfant, dans cette capacité à croire, qui rend tout ce que l'humain peut réellement faire un peu plus possible, avant qu'on nous apprenne à douter de tout, même de nous-mêmes. J'expérimente la psychokinèse depuis le début de l'année 2011 et j'ai essayé plusieurs approches. Il faudra me croire sur parole, mais je n'ai eu qu'une seule expérience où quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai commencé en essayant de ressentir des courants d'énergie entre mes paumes, et avec le temps, je suis devenu assez bon pour les percevoir, même si je ne suis jamais parvenu à faire bouger quoi que ce soit. Un jour, après avoir regardé une vidéo sur YouTube, dans le style de Vessos, sur une version réelle de la force, il y parlait d'applications hypothétiques du magnétisme, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai formé une boule de ki entre mes mains. Mais cette fois, j'ai imaginé que mes 2 mains étaient de même polarité. À ce moment-là, j'ai ressenti une sorte de répulsion mouvante, un peu comme lorsqu'on essaie de rapprocher 2 aimants par les pôles similaires. Puis je me suis dit, et si je refermais un peu mes doigts, comme pour regrouper 2 blocs d'énergie dans chaque main, et que je les séparais légèrement. J'ai alors ressenti un picotement flou et une tension plus marquée. J'improvisais un peu, alors j'ai simplement lancé mes mains en avant, comme si je lançais une balle de tennis depuis ma poitrine. Et là, j'ai senti une décharge électrique aiguë au bout de mes majeurs. Ça m'a vraiment fait mal, et quand j'ai regardé le bout de mes doigts, celui de la main gauche avait ce qui ressemblait à une petite entaille, comme si une couche de peau avait été retirée. J'ai pensé que c'était peut-être une coupure que je ne m'étais pas faite remarquer plus tôt, sauf que la douleur résiduelle était exactement à cet endroit-là. Je n'ai jamais réussi à reproduire cette expérience. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été fasciné par les super-pouvoirs et ce genre de choses. Mes premiers souvenirs de ce que je croyais être de la télékinésie remontent au moment où mes parents me conduisaient quelque part, et où je remarquais que les feux de signalisation se mettaient systématiquement à osciller dès que je les regardais. Alors, j'ai voulu voir si c'était réel. Je passais beaucoup de temps à essayer de faire bouger des objets avec mon esprit. Je m'entraînais à faire bouger les pages d'un livre d'avant en arrière, et ça marchait souvent. Les choses les plus faciles à déplacer étaient celles déjà suspendues, comme une corde ou une ficelle, des choses qui nécessitent peu d'énergie pour bouger naturellement. Une fois, j'ai même essayé de convaincre ma mère en l'amenant devant les placards au-dessus de la cuisinière. J'ai ouvert un des placards avec la main, j'ai attendu qu'il se stabilise, puis je me suis concentré dessus, et il a commencé à osciller légèrement. Elle était d'abord intriguée, puis elle a un peu balayé ça d'un revers de main. Une autre manière qui m'a fait croire que c'était réel, à quelques reprises, je regardais l'eau immobile, comme dans les toilettes ou dans la baignoire. Quand je me concentrais, l'eau commençait à se couvrir de petites ondulations. Pas de grosses vagues, mais plein de petites vibrations sur la surface. Avec le temps, j'ai perdu tout intérêt pour ça et je n'ai plus vraiment essayé depuis. Mais j'ai toujours cru que c'était vraiment arrivé. Je devais avoir entre 10 et 14 ans à l'époque. Quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire ? Bref, je vais simplement raconter ce qui s'est passé. Et franchement, je m'en fiche que vous me croyez ou non, parce que moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai fait.
Rien ne changera ça. Tout a commencé quand je me suis réveillé. Mais ce réveil-là était différent de tous les autres. Mon esprit était totalement apaisé, vide de toute pensée, et j'étais envahi par un sentiment de calme et de bonheur. C'était comme si mon corps et mon esprit ne faisaient plus qu'un. Mon cerveau était en ébullition, comme quand on a un débat intense et que ça chauffe là-dedans, sauf que cette fois, c'était le même niveau d'intensité, mais sans la tension. Tout était calme. C'était une contradiction, j'étais à la fois totalement happé et totalement focus. Je suis descendu à la cuisine, en gardant cet état mental étrange. Ma mère était là. Je suis allé vers la table, toujours dans cet état, et j'ai vu une bouteille de Yakult déjà vide, posée droite sur la table. Et là, sans savoir pourquoi, je me suis posé cette question, est-ce que je peux la faire bouger avec mon esprit? J'ai lentement avancé mon doigt vers elle, et oui, tu l'as deviné, la bouteille est tombée. Sans que je ne la touche. Ma mère l'a vue aussi, elle m'a regardé avec un air perplexe. J'étais choqué. Ce choc m'a sorti de l'état de conscience dans lequel j'étais. Je suis juste remonté dans ma chambre, calmement. Oui, ça peut sembler débile, mais je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas essayé de le refaire, sauf peut-être une semaine plus tard, mais sans succès. Il semble qu'il faille être dans un certain état mental. Et tout ce qu'on raconte sur « il suffit d'y croire très fort », c'est du pipeau. Parce que moi, je doutais au moment même où j'ai tenté l'expérience. Faire bouger l'objet en soi, ce n'était pas difficile, même si la bouteille était légère, donc j'ai encore quelques doutes, mais atteindre cet état d'esprit, c'est ça qui est difficile. C'est tout ce dont je me souviens, mais je sais que c'est possible. Vous pouvez rire autant que vous voulez, ça ne changera rien à ce que j'ai vécu. Et si moi j'ai pu le faire, alors je suis convaincu qu'il doit y avoir d'autres personnes dans le monde qui ont appris à faire ce genre de choses, même si c'est rare. Je ne sais pas si ça entre dans la catégorie du paranormal, mais ce n'est clairement pas normal non plus. Je connaissais un gars qui pouvait fixer une pièce de monnaie posée sur sa tranche, et elle faisait environ un quart de tour, oscillait un peu, puis tombait. Il l'a fait plusieurs fois, et à la fin, il a eu un saignement de nez. C'était il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement du type de pièce. C'était une pièce canadienne, mais je ne sais pas si elle était magnétique ou non. Ce même gars pouvait aussi toucher les deux extrémités d'un tube fluorescent, et celui-ci s'allumait pendant environ une seconde. Et quand il mettait sa main sur ou près d'un écran d'ordinateur ou d'une télé, l'image se déformait, comme lorsqu'on appuie sur un écran LCD sans verre de protection. J'ai vu ça de mes propres yeux à l'université, pendant mes études en sciences, licence de biologie. D'autres étudiants en sciences étaient là aussi. Il n'y avait aucune supercherie, pas de magnétisme caché, pas de truc sous la table avec la pièce. C'était totalement authentique. Je suis aussi sceptique que possible en ce qui concerne le paranormal, mais je ne peux toujours pas expliquer ce que ce gars faisait. C'est comme s'il était magnétique, ou qu'il avait une sorte de charge électrique anormale. J'ai commencé à avoir des déjà-vus vers l'âge de 11 ans. L'un d'eux a littéralement sauvé la vie de ma famille. Je l'avais eu environ 6 mois avant que l'événement se produise. Aujourd'hui, j'en ai encore de temps à autre, mais ce ne sont que des bribes, et c'est toujours lié à des moments très stressants. Ça ne m'aide pas vraiment, pour être honnête. Mais ce n'est qu'un de mes nombreux soi-disant talents et probablement le moins développé aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que si votre fille réfléchit vraiment à ce don, elle va se poser des questions auxquelles personne ne pourra répondre. Ni la religion, ni des guides ou enseignants spirituels, ni les textes anciens, personne. Car comment peut-on voir quelque chose du futur si le temps est supposé être linéaire, rythmé par l'horloge, le soleil, etc. Elle pourrait bien abandonner ce don, ou pas, surtout après la puberté. C'est à ce moment-là que mes capacités se sont vraiment manifestées, vers mes 15 ans. J'ai commencé par canaliser des individus, un à un, de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'un esprit partait, un autre arrivait. Mais cela s'est arrêté vers mes 24 ans. Ensuite,
j'ai commencé à entendre des voix. Non, ce n'est pas de la schizophrénie. Ce sont des groupes qui me protègent et qui ont chacun des fonctions bien précises, repérer les policiers, même à 4 voitures derrière, hors de mon champ de vision, détecter des dangers sur la route, des situations à éviter, etc. Puis j'ai développé de l'empathie, à tel point que je ne peux plus toucher physiquement personne sauf mon fils, sans absorber leurs émotions, douleurs, vies intérieures. Parfois, il suffit juste que je me connecte à quelqu'un, même à distance. Psychométrie, parfois lecture de pensée, loi de l'attraction, tellement de choses. Certaines de ces capacités m'accompagnent depuis toujours, d'autres sont apparues et reparties avec le temps. Aujourd'hui j'ai 65 ans, et ces choses me foutent toujours autant la trouille. Les voix n'ont jamais eu tort, pas une seule fois, sur plus de 500 000 messages qu'elles m'ont transmis. Elles m'ont sauvé la vie au moins 8 fois. Mais elles ne protègent que moi, ou si une situation concernant quelqu'un de proche risque d'avoir un impact direct sur moi, là elles m'indiquent ce que je dois dire. Et je déteste faire ça. Ce n'est pas mon rôle de m'immiscer dans la vie des autres. Leur karma leur appartient. Je déteste aussi quand ma mère veut que les voix lui disent quoi faire. Elle refuse. Et je ne sais même pas pourquoi elle me protège, moi. Ne cherchez pas à obtenir ce genre de don à moins d'être prêt à vivre constamment guidé, voire contrôlé. Ma vie ne m'appartient plus vraiment. Je n'ai pas de choix, c'est comme ça. Mais bon, au moins, j'ai toujours une place de parking parfaite, et je conduis, oui, illégalement, depuis mes 15 ans. Cela dit, je n'ai jamais tenu ça pour acquis. Un jour, ces voix pourraient simplement disparaître. Et là, je serais foutu. Parce que, franchement, je prenais toujours les pires décisions par moi-même. Quand j'avais 19 ans, ma mère était enceinte de ma petite sœur, mais elle a eu un terrible accident et a perdu le bébé à 24 semaines de grossesse. Elle est ensuite tombée dans le coma pendant 2 mois. C'était l'expérience la plus douloureuse que j'avais vécue à l'époque. La situation est devenue si grave que la demi-sœur de ma mère, et même les médecins, m'ont demandé si je voulais débrancher les machines. Ils ont vraiment insisté, car légalement, c'était ma décision. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, encore et encore, jusqu'à m'endormir. J'ai alors fait un rêve. J'étais dans une rue faite de pierres blanches, le ciel était d'un rose pâle, et une clôture dorée longeait la rue. Je marchais aux côtés d'une silhouette d'ombre que je ne voyais que du coin de l'œil. Je ne pouvais pas la voir clairement, mais je la ressentais, sa présence était forte, masculine, et elle me parlait. Il parlait de guérison. Il s'est mis à pleuvoir, et quand je me suis retourné, la silhouette avait disparu, la rue aussi. Devant moi, il y avait une prairie, avec une petite cabane en rondin. Mon père était là, il est décédé en 2008. Il m'a dit qu'il gardait ma mère dans la maison, avec mes arrière-grands-parents, le temps qu'elle se remette. Il m'a dit que si je voulais vraiment qu'elle revienne, il fallait que je continue à être là pour elle. Que ça prendrait du temps. Que ça me ferait mal. Mais qu'elle reviendrait. J'ai entendu un rire derrière lui. Je l'ai regardé par-dessus son épaule et il m'a dit, c'est Avery, c'était le prénom que ma mère avait choisi pour ma petite sœur. Elle avait environ 4 ans, elle jouait dans une flaque de boue, elle souriait. Elle m'a regardé et m'a dit, on se revoit bientôt. Je me suis réveillé au son du téléphone. C'était mon beau-père, il m'appelait pour me dire que ma mère avait commencé à bouger les orteils. Une immense nouvelle, surtout quand on pense qu'à peine la veille, il voulait qu'on arrête tout. Une semaine plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. C'était ma première fille. Ma mère est rentrée à la maison 2 mois et demi plus tard. Ma fille a aujourd'hui presque 6 ans, et elle ressemble exactement à Avery, telle que je l'ai vue dans mon rêve. Je suis absolument convaincu que ma petite sœur vit à travers ma fille. Le monde des rêves est tellement mystérieux. Le 26 décembre 2014, mon mari m'a fait une surprise, notre premier chat. Il venait me chercher après le travail et l'avait avec lui. On s'est arrêté dans un supermarché pour lui acheter quelques affaires, je suis resté dans la voiture avec elle et j'ai essayé de lui trouver un nom.
Je la tenais dans sa cage de transport, et je lui ai demandé comment elle s'appelait. Ses sauveteurs l'avaient appelée Riz. Mais le nom Stella m'est soudain venu à l'esprit. Je lui ai dit, « Stella ? Est-ce que tu t'appelles Stella ?» Et à ce moment-là, elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une expression très consciente, elle a ronronné, et m'a confirmé, télépathiquement, que c'était bien son nom. Une autre fois, c'était vers Noël, en 2016. J'étais allé voir une exposition où il y avait un âne. Il y avait une foule immense et il faisait un froid glacial. J'ai réussi à m'approcher de l'enclos de l'âne, et j'ai ressenti une énergie très forte venant de lui. Il avait l'air si triste, si misérable. Il s'est lentement dirigé vers moi, pas vers les centaines d'autres personnes autour, et il a appuyé sa tête contre la barrière, dans ma main. Et là, il m'a dit, télépathiquement, qu'il avait peur, qu'il était fatigué, et qu'il voulait rentrer chez lui. Plus récemment, vers la mi-juin 2022, nous avons adopté un adorable chat tigré. Avant de l'avoir, la femme chargée de l'adoption m'a envoyé une photo de lui. Dans le même message, elle me demandait quel serait son prénom. Dès que j'ai ouvert la photo et vu son petit visage, le nom Jasper m'est venu en tête, comme s'il me le disait lui-même. Quand j'ai montré la photo à mon mari, je lui ai dit, « Je sais déjà comment il s'appelle. Devine. » Et il m'a répondu, « Ce n'est pas Jasper, quand même. » Là, j'ai littéralement perdu la tête. Donc, en résumé, je crois absolument que les animaux peuvent et veulent parler aux humains. D'après mon expérience, cela se passe toujours de manière non verbale, par télépathie. C'était une nuit d'octobre 2017. Il devait être environ 22 heures, pas plus tard. J'étais debout en train de préparer des sortes de beignets faits avec de la pâte à pancakes et du sucre, comme à la fête foraine, pour mes deux petits frères de 5 et 9 ans. Mon petit frère de 9 ans jouait à des jeux vidéo avec son casque, pendant que celui de 5 ans tournait en rond dans la cuisine, très impatient de manger le dessert. Ma grand-mère avait été hospitalisée la veille à cause d'une forte pression artérielle, donc elle était absente pour 2 nuits. Ma mère et son compagnon étaient restés avec elle à l'hôpital, à moins de 8 km de chez nous, pour la réconforter. Alors que je finissais d'égoutter l'excès d'huile des beignets, j'ai entendu une voix. Elle venait de la chambre de ma grand-mère, à l'autre bout de la maison. C'était étrange, à la fois lointaine et claire. Comme si quelqu'un chuchotait directement dans mon oreille, mais en même temps, on aurait dit un cri venu de très loin, comme assourdi. J'ai été immédiatement envahi par une peur confuse. La voix était exactement celle de ma grand-mère, et elle m'appelait par mon prénom, exactement de la manière dont elle le fait quand elle a besoin de quelque chose, comme un verre d'eau ou qu'on change la chaîne de la télé. Ce n'était pas un cri de panique, juste un appel habituel. Elle avait besoin de moi. J'ai essayé de garder mon calme, surtout devant mon petit frère de 5 ans, qui se tenait devant le frigo avec son verre de lait. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Mamie t'appelle ». Je l'ai immédiatement attrapé pour lui demander ce qu'il avait entendu exactement. Il m'a répondu « J'ai entendu Mamie m'appeler dans l'oreille ». Et il a pointé son oreille gauche, la même oreille que la mienne où j'avais entendu ce murmure étrange. Je me suis précipité dans la chambre de ma grand-mère pour vérifier. Rien. Juste une sensation de froid, mais rien d'anormal visuellement. J'ai appelé ma mère peu après pour lui demander si, par hasard, elle était rentrée à la maison sans nous prévenir ou si elle était passée prendre quelque chose. Elle a nié. Elle m'a dit qu'elle était restée à l'hôpital tout le temps, sans quitter ma grand-mère. Mes frères et sœurs, mon père, ma mère et moi avions pour habitude de jouer ensemble aux jeux vidéo ou aux jeux de société une fois par semaine, pour passer du temps en famille. L'un des jeux vidéo qu'on aimait beaucoup s'appelait Buzz, ou quelque chose du genre, sur l'ancienne PlayStation. Le principe était simple, chaque joueur avait une manette spéciale avec 4 boutons de couleurs différentes, et un buzzer sur le dessus. Le jeu était organisé comme un quiz télévisé classique, où l'on pouvait s'affronter entre amis ou en famille. Un soir, pendant qu'on jouait, j'ai entendu ma mère me dire les bonnes réponses alors qu'on avait toujours un accord strict, on ne souffle jamais les réponses.
Elle était assise sur le canapé entre moi et mon père. J'ai appuyé sur le bouton correspondant à la couleur qu'elle disait. Par exemple, elle disait « jaune, jaune » et c'était correct à chaque fois. Quand la manche s'est terminée, je me suis tourné vers elle et je lui ai dit « Merci, mais s'il te plaît, ne me donne plus les réponses. » Et là, elle m'a regardé d'un air complètement confus, mais je n'ai rien dit. Je lui ai répondu que si, elle avait parlé, je l'avais entendu. Elle m'a alors expliqué qu'elle n'avait pas parlé à voix haute, qu'elle pensait seulement dans sa tête à la bonne couleur, tout en la cherchant sur sa manette, car avec la lumière qui baissait, elle ne voyait plus bien les couleurs. Mes frères et sœurs et mon père n'avaient rien entendu non plus, et eux aussi semblaient complètement perdus. Pourtant, on était assis tous les trois les uns à côté des autres, et ma mère m'avait clairement parlé, à voix haute. Il n'y avait aucune raison qu'il n'ait rien entendu. Et c'est là que ça a commencé à devenir étrange. Mon père est devenu pâle comme un linge. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. C'est quelqu'un de très sérieux, ultra rationnel, qui ne croit ni au tarot, ni à l'astrologie, ni aux superstitions, ni à aucune forme de spiritualité ou de religion. Il s'est levé sans dire un mot et est allé s'enfermer dans sa chambre. Il n'avait jamais fait ça avant, et il ne l'a plus jamais refait depuis. Je me suis tourné vers ma mère, qui nous a simplement envoyé nous coucher. Mais une fois allongée dans mon lit, elle est montée me voir. Je lui ai tout de suite demandé ce qu'il se passait avec papa. Elle m'a alors raconté que la mère de mon père était une sorte de sorcière autoproclamée, née dans la nuit de Walpurgie, et qu'elle s'adonnait à toutes sortes de pratiques spirituelles. Mon père avait toujours été mal à l'aise avec ça étant jeune. Elle m'a dit que ça l'avait effrayé. Je n'avais jamais vu mon père aussi terrifié. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'il s'était passé ce soir-là. Elle a simplement haussé les épaules. Par la suite, j'ai beaucoup parlé avec ma mère et mes frères et sœurs pour savoir s'ils s'étaient moqués de moi, mais non. Personne n'avait tenté de me faire une blague. Et puis, ce n'est vraiment pas le genre de ma famille de faire des farces de ce genre. J'ai voulu reparler de tout ça avec mon père, en particulier de sa mère, mais il m'a toujours coupé net ou changé de sujet. Encore aujourd'hui, il évite la conversation, ou il rit en disant « Tu reparles encore de cette vieille histoire ?» Je n'ai donc aucun moyen d'obtenir ses connaissances ou ses souvenirs à ce sujet, et honnêtement, c'est triste. Depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé. J'ai essayé de revivre ce moment, par exemple à l'école, à plusieurs reprises, mais sans succès. Il m'est arrivé d'autres choses étranges, mais jamais de télépathie. Je suis un autochtone, un Indien d'Amérique. J'ai une foi profonde dans le Créateur et dans notre médecine traditionnelle, qui, je le sais, peut aussi être utilisée à des fins néfastes. Quand j'étais jeune, ma Nokom, ma grand-mère, m'a raconté une histoire. Quelqu'un aurait lancé de la mauvaise médecine sur notre famille, une malédiction visant les hommes de notre lignée. Je n'y avais pas vraiment repensé, jusqu'à récemment. Avec du recul, je me rends compte que presque tous les hommes de ma lignée ont été frappés par la tragédie, suicide, meurtre ou grave problème de santé. Mon père a été tué quand j'avais 11 ans. Mon oncle, quand j'en avais 23. Mon mozom, mon grand-père, vers mes 20 ans. On pourrait dire que c'est une coïncidence, mais lisez la suite. Il ne me reste qu'un seul oncle. Il est atteint d'une insuffisance rénale. Un jour, alors que ma grand-mère l'aidait à déménager, elle a trouvé un sachet de substance noire caché tout au fond du haut du frigo. Elle l'a immédiatement détruit. Mon oncle, lui aussi, a été beaucoup tourmenté. Maintenant, pour parler de mes propres expériences, j'en ai eu beaucoup, mais j'aimerais en partager quelques-unes en particulier. J'habite dans un appartement, à l'étage le plus haut. Donc ce qui va suivre est vraiment étrange. Un soir, ma partenaire et moi étions couchés dans notre lit quand on a entendu la porte moustiquaire claquer violemment. J'ai tout de suite eu la certitude que quelqu'un était entré. J'ai couru dans la cuisine chercher un couteau, mais il n'y avait personne. Peu après, je me suis réveillé d'un rêve avec une longue égratignure sanglante sur le côté du corps. Elle était profonde, et j'ai même une photo. C'était très étrange.
j'ai immédiatement fait une purification avec mes plantes sacrées, sauge, cèdre, herbes douces, et je me suis senti mieux. Un mois plus tard, ma partenaire et moi étions dans le salon quand on a entendu un grognement fort près de la porte moustiquaire. Elle a littéralement sursauté. On s'est regardé, c'était quoi ça? 2 nuits plus tard, elle a eu un mal de tête intense, insupportable. J'ai appelé le service d'urgence, et une ambulance est venue. Mais dès que les secouristes sont entrés chez nous, j'ai ressenti une énergie très étrange. L'un d'eux n'avait pas de cheveux, ses yeux brillaient comme des phares. Il posait des questions bizarres. Il y a quelque chose d'étrange, dernièrement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'avais une envie folle de lui dire de partir. Son énergie était dérangeante. Mais je voulais que ma partenaire reçoive de l'aide, alors je n'ai rien dit. Juste avant de partir, il m'a regardé et a dit « Je viens de la terre-mère » en parlant de la Grande-Bretagne. C'était si étrange. Toute la scène nous a laissé mal à l'aise. La nuit suivante, ma partenaire a été hospitalisée à cause de la douleur. Après plusieurs tests, rien d'anormal n'a été détecté, alors nous sommes rentrés chez nous. Note, la mauvaise médecine peut affecter la santé physique, mentale, elle prend plusieurs formes. La nuit suivante, nous étions allongés dans le lit. Ma partenaire m'a dit qu'elle sentait une présence, comme si quelque chose rôdait autour. Je l'ai rassurée. Puis elle m'a demandé « Chérie, est-ce que mes vêtements ou une couverture sont tombés du lit ?» J'ai répondu « Non, pourquoi ?» Elle m'a dit « Peux-tu vérifier, s'il te plaît ?» J'ai allumé la lumière, et elle a hurlé en éclatant en larmes. Elle avait vu quelque chose de noir glisser hors du lit. Mon sang s'est glacé. J'ai couru jusqu'à notre étagère à médecine et j'ai commencé à prier, à purifier chaque pièce. Après cela, tout s'est calmé. Plus de perturbations pendant le reste de la nuit. Depuis, plus rien ne s'est produit. Mais c'est la première fois que je partage tout cela, que je relie les éléments entre eux. Je vais bientôt consulter une guérisseuse traditionnelle pour qu'elle nous purifie et nous accompagne dans ce chemin de guérison. J'ai encore la cicatrice de cette égratignure que j'ai découverte en me réveillant. D'après ce que je me souviens, cette mauvaise médecine nous aurait été lancée par jalousie, à cause d'un conflit de terre. J'ai entendu dire qu'on peut la retirer à travers la prière et avec l'aide de nos guérisseurs traditionnels. Une expérience étrange lors d'une séance de Reiki. Je suis quelqu'un d'assez sceptique quand il s'agit de guérison énergétique, et après la première séance, je n'ai pas vraiment ressenti de changement. Cependant, lors de la deuxième séance, j'ai ressenti une sensation très distincte de tiraillement au sommet de la tête. C'était comme si quelque chose avait saisi mon énergie, âme, ou peu importe, et la tirait doucement vers le haut. Au moment même où cette sensation se produisait, d'après ce que m'a dit ma mère, qui était présente pendant la séance, la praticienne Reiki faisait justement un mouvement de traction avec sa main près du haut de ma tête. Je le sais parce que je leur ai décrit ce que je ressentais, pendant que ça se produisait, et elle m'a alors expliqué ce qu'elle était en train de faire. Je n'avais aucune idée qu'elle faisait ce geste, car j'avais les yeux fermés pendant toute la séance. Je ne sais pas si ça entre vraiment dans la catégorie du paranormal, mais c'était quelque chose de vraiment étrange, et je n'ai aucune explication. Je veux parler des sorcières. Et je ne parle pas de filles qui préparent des potions lors de certaines phases de la lune. Je parle de femmes qui ont passé un pacte avec le diable pour le devenir. En Colombie, il est courant d'entendre des histoires sur des entités qui sortent la nuit pour piéger les hommes, effrayer les animaux, ou faire des choses comme tresser très serrés les cheveux des jeunes femmes. On dit que les sorcières détruisent des mariages, rendent les gens malades, tuent du bétail, volent des objets et font plein d'autres choses que les anciens racontent. Il y a un dicton populaire qui dit que dans une maison où les hommes manquent d'attention féminine, une sorcière peut venir donner un coup de main. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Si tu es un homme, ne balaie pas la nuit, car cela voudrait dire que tu as besoin d'une femme dans ta maison. » Cette croyance vient du fait que les sorcières sont présentes depuis très longtemps, souvent issues des campagnes,
ce qui rend toute la culture qui les entoure très sexiste et dépassée. On dit qu'une sorcière n'est pas la forme humaine d'une femme. Quand elle dort, un démon garde son corps, tandis que son esprit se déplace ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas tuer une sorcière. Mais on peut la blesser. Et voici le point intéressant, si tu frappes ou blesses une sorcière, cela doit être un nombre impair de fois. Car la première fois la blesse, la deuxième la guérit. Donc il faut frapper 1, 3, 5 fois ou plus, pour que la blessure reste. En général, les sorcières sont des femmes que tu connais. Donc si tu blesses une sorcière à la jambe, tu verras plus tard une voisine qui boite. Les sorcières ne peuvent pas guérir de leurs blessures tant que la personne qui les a blessées ne les frappe pas encore une fois. Souvent, elles concluent un accord avec cette personne pour qu'on ne les dérange plus, en échange de retrouver leur santé. Et une sorcière ne peut pas rompre une promesse. Comment attraper une sorcière dans ta maison? Tu te demandes sûrement. Eh bien, il faut la divertir jusqu'à ce que tu te réveilles et la vois, car elle n'entre dans une maison que lorsque tout le monde dort. Les sorcières aiment les chiffres, donc si tu verses beaucoup de sel par terre, elle va vouloir les compter, et tu pourrais la surprendre au matin. Tu peux aussi laisser un chemin d'aiguille, car elle essaiera de toutes les enfiler, ce qui pourrait lui prendre toute la nuit. Je ne sais pas si elles sont réelles. J'ai entendu beaucoup de proches et d'amis de la famille dire qu'ils en ont déjà rencontré, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis une femme musulmane originaire du Moyen-Orient, et au cours de mes 36 années de vie, j'ai vécu plusieurs expériences paranormales. Mais celle qui m'a le plus marqué est sans aucun doute ma rencontre avec le Dr Djinn. Quand j'étais bébé, en 1988, j'ai eu un problème sanguin nécessitant une transfusion. Malheureusement, le sang que j'ai reçu était contaminé par le virus de l'hépatite C. Je ne l'ai découvert qu'à l'âge de 16 ans, lors d'un test de routine. Un test PCR quantitatif a révélé que la charge virale dans mon sang était de plusieurs millions, signe d'une infection très avancée. Sans entrer dans les détails médicaux, je dirais simplement que j'ai subi plusieurs traitements très lourds, avec des effets secondaires comparables à ceux d'une chimiothérapie. Et malgré tout cela, les résultats étaient décevants. Quelques années plus tard, mon père m'a parlé d'un ami qui avait vu un guérisseur en Jordanie. Cet ami avait été diagnostiqué avec une cirrhose du foie, et les médecins lui avaient donné moins de 6 mois à vivre. Pourtant, après avoir vu ce guérisseur, il est revenu avec un foie en parfaite santé. Désespérés, nous avons décidé de prendre un vol pour la Jordanie la semaine suivante. C'est donc mon père, mon frère, atteint de diabète de type 1, et moi qui avons fait le voyage. En arrivant, j'ai été surprise de voir que le guérisseur ressemblait à un homme tout à fait normal d'une trentaine d'années, beau, bien habillé, vivant dans une villa joliment aménagée. Mais quelque chose en lui était différent. Il nous a dit que pouvait soigner les maladies du foie, mais qu'il n'avait pas encore trouvé de remède pour le diabète. Il ne pouvait donc rien faire pour mon frère. Ce qui m'a troublé, c'était son attitude étrange. Il nous regardait, mais ses yeux semblaient fixés sur quelque chose au-delà de nous. Et sa façon de parler était particulière. Il faisait de longues pauses avant de répondre, comme s'il traduisait ce que quelqu'un lui disait dans une autre langue. Il a ensuite expliqué le traitement. Je devais passer 3 nuits consécutives dans sa ferme, en banlieue d'Amman. Les consignes étaient très précises, je devais faire mes ablutions, réciter 3 ou 4 versets spécifiques du Coran, m'allonger sur le dos toute la nuit sans me tourner, et si je devais aller aux toilettes, réciter à nouveau les versets avant de me lever, et en revenant au lit. La ferme était simple, calme, avec seulement 2 petits lits jumeaux dans la pièce principale. J'avais apporté mon propre oreiller, drap et couverture. La première nuit, j'étais morte de peur. J'ai prié intensément, récitant bien plus de versets que ce qu'il m'avait demandé. Au fil des heures, la fatigue m'a gagné. Puis, soudain, j'ai senti que mon corps se soulevait du matelas, à environ 30 cm. Mon cœur battait à toute vitesse, mais je suis resté immobile. Ensuite, j'ai ressenti une étrange pression au niveau de mon abdomen, plus précisément là où se trouve le foie, à droite. C'était comme si des mains invisibles le palpaient, le pressaient doucement.
Ce n'était pas douloureux, juste de la pression et du mouvement. Puis tout s'est arrêté, et je me suis endormi paisiblement. Je me suis réveillé plusieurs fois, mais chaque fois, je me sentais étrangement reposé. Quelques heures plus tard, mon père m'a réveillé, le guérisseur avait dit qu'il était temps de partir. Le même processus a été répété pendant 3 nuits. Le dernier jour, le guérisseur m'a donné 3 grandes bouteilles d'eau, qu'il appelait eau bénite. Il m'a dit d'en boire une petite tasse à des heures précises chaque jour pendant 1 mois. De retour chez nous, j'ai suivi ses instructions à la lettre. 1 mois plus tard, j'ai refait un test PCR. Le résultat ? Charge virale indétectable. Techniquement, le virus était toujours présent, mais mes tests hépatiques étaient parfaitement normaux. En fait, le médecin du laboratoire m'a dit que mon foie semblait en meilleure santé que celui de la plupart des gens sans hépatite C. J'étais bouleversé de joie. Après tant d'années de traitements infructueux, c'était comme un miracle. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander, comment ce guérisseur avait-il fait ça ? Était-ce une forme de médecine paranormale ? Ou était-ce de la sorcellerie ? Quand j'ai raconté l'histoire à ma grand-mère, elle m'a expliqué que les djinns sont connus pour posséder une connaissance médicale bien plus avancée que celle des humains. Elle m'a dit que certains djinns aident les humains à travers des médiums, agissant comme de véritables docteurs invisibles. Elle pense que ce guérisseur était probablement un médium, un canal, travaillant avec un djinn médecin. Il était 5 heures avant mon 20 anniversaire quand j'ai reçu l'appel de mon meilleur ami. Notre autre meilleur ami, celui avec qui on avait grandi, s'était suicidé. Inutile de dire que je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire depuis. C'était quelqu'un de bien. Drôle, charismatique, un vrai showman, et il faisait toujours comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si rien n'allait jamais ternir sa bonne humeur. Alors tu peux imaginer notre choc quand on a appris ce qui s'était passé. Cette dernière année, bien des années après sa mort, j'étais plutôt déprimé. Mon ex-fiancé m'a trompé, vidé mes comptes bancaires, puis jeté hors de chez nous. Mon travail me vidait de mon énergie. J'allais vraiment mal. Le week-end dernier, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années est venue me rendre visite. J'étais surexcité à l'idée de retrouver un bout de notre ancien groupe. La veille de son arrivée, j'ai fait un rêve étrange. Je courais. Je sentais mon souffle se réguler, c'était si réel, si précis. Je passais devant des gens qui m'avaient blessé dans ma vie, certains qui m'avaient fait du mal. Je tombais, je me relevais, je continuais à courir à travers des villes, des villages, des forêts, des sentiers. J'étais sur un chemin de terre, courant à bon rythme, quand j'ai aperçu quelqu'un devant moi. D'autres personnes se promenaient dans le village, tout semblait normal. J'ai essayé de distinguer son visage, et juste avant qu'on se croise, j'ai réalisé qu'il ressemblait à une version asiatique de mon ami décédé. On s'est croisés, puis, à 3 mètres de distance, on s'est arrêté net. On s'est retourné. On s'est regardé. Je le regardais, me demandant si c'était bien lui, et il me regardait avec le même air. Comme si c'était son rêve à lui, et que c'était moi qui étais mort, et que c'était lui qui me voyait. Mes yeux se sont ajustés à l'arrêt. C'était lui. Pas une version de lui. C'était lui. On avait tous les deux l'air choqués, confus, mais heureux. Dans la vraie vie, il avait une façon bien à lui de faire des câlins. Dans le rêve, on s'est rapprochés, et son étreinte avait exactement la même sensation que dans mes souvenirs. Je jure que je pouvais même sentir son odeur. On est resté là un instant, à savourer ce moment. Puis il a murmuré. « Ça va aller. » Il m'a doucement relâché, m'a regardé, puis a repris son jogging, s'éloignant. Je suis resté figé quelques secondes, comme sonné. Puis j'ai fini par me retourner moi aussi, et j'ai continué à courir. Peut-être que ça ne sonne pas comme quelque chose de poétique ou d'extraordinaire, mais j'ai pleuré comme un bébé en me réveillant. En le racontant à mon ami. Et presque maintenant, en l'écrivant. C'était si réel. Je n'ai jamais fait un rêve aussi vivant.
Et le plus étrange, c'est que depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune inquiétude. Je n'avais pas ressenti un tel bonheur depuis des années. Je me sens à nouveau entier. Il était, et il est toujours, un véritable ami. Je travaille dans le domaine médical et j'étais en train de prendre en charge un jeune patient venu pour un examen de routine. Dès le début de la consultation, la mère m'a précisé qu'ils étaient là à la demande du psychiatre de l'enfant, qui souhaitait écarter toute cause physique avant d'entamer une évaluation psychiatrique. Cela m'a naturellement conduit à demander ce qui se passait avec l'enfant. Avant même que la mère n'ait le temps de répondre, l'enfant, 12 ans, m'a regardé calmement et a dit qu'il voyait des « gens de l'ombre ». Je lui ai alors demandé depuis combien de temps il les voyait. Il m'a répondu « depuis que j'ai 5 ans ». J'ai poursuivi en lui demandant s'il les voyait du coin de l'œil ou dans des circonstances précises. Il a haussé les épaules et dit « partout ». Il a ajouté qu'il les voyait surtout dans les miroirs. Quand je lui ai demandé à quoi ils ressemblaient, il a répondu simplement « des silhouettes noires ». À ce moment-là, la mère s'est tournée vers lui et a dit « tu veux dire, quand toutes ces autres choses ont commencé à se produire ?» Elle avait l'air troublée, mais pas surprise. Comme si elle s'était préparée à ce que ça ressorte à un moment ou à un autre. Sur le plan médical, bien sûr, on pense à la schizophrénie ou à un trouble dissociatif. Mais en tant que personne ayant moi-même vécu, enfant, des choses que je ne m'explique toujours pas, je ne pouvais pas écarter totalement une autre possibilité. Nous avons procédé à tous les examens physiques nécessaires. Tests neurologiques, analyse de sang, imagerie cérébrale. Rien d'anormal. Aucun signe d'infection, de traumatisme ou de déséquilibre chimique. Cliniquement, l'enfant était sain. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En sortant de la salle, la mère m'a rattrapé discrètement. Elle m'a demandé si j'avais quelques minutes de plus. Dans un coin plus calme du couloir, elle m'a raconté qu'à l'époque où les visions avaient commencé, des choses étranges se produisaient dans leur maison. Des objets déplacés, des lumières qui s'allumaient seules, des chuchotements la nuit. Le père de l'enfant avait quitté le foyer quelques mois après que tout cela ait commencé, affirmant qu'il ne se sentait plus seul dans sa propre maison. Elle m'a aussi confié que l'enfant évitait les miroirs depuis des années. Qu'il avait brisé plusieurs miroirs dans la maison, sans explication. Qu'il parlait parfois seul, comme s'il répondait à quelqu'un. J'ai noté tout cela dans le dossier, de façon factuelle. Mais dans ma tête, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, et si ce n'était pas seulement psychologique ? Et si ces fameuses silhouettes noires n'étaient pas des hallucinations, mais des fragments d'une réalité que nous, adultes, avons simplement oublié comment percevoir ? Aujourd'hui, mon ami et moi avons emmené nos enfants faire un tour en centre-ville. On a marché un peu, visité quelques endroits, puis on s'est arrêté dans un restaurant pour déjeuner. C'est un endroit qu'on ne connaissait pas une chaîne, juste un petit resto local. Pendant le repas, ma fille de 10 ans a soudain eu une expression étrange. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré qu'elle pouvait voir l'avenir. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu cette scène auparavant, elle, son frère, et notre ami installés à cette même table, dans ce même restaurant, avec exactement les mêmes vêtements, les mêmes postures, comme une photo imprimée dans sa tête, bien avant que ça n'arrive. Et pourtant, c'était la toute première fois qu'on venait ici. Plus tard dans la journée, elle m'a raconté une autre vision qu'elle avait eue il y a plusieurs mois. Elle disait s'être vue jouer aux 4 carrés dans une cour, avec 2 enfants qu'elle ne connaissait pas. Ce qui est étrange, c'est que nous avons emménagé récemment dans une maison située dans un cul-de-sac, et que les 2 enfants qu'elle avait vus dans sa vision sont précisément nos voisins. Elle ne les avait jamais rencontrés avant qu'on ne s'installe ici. Et pourtant, elle les avait déjà vus dans sa tête. Je lui ai demandé si ça pouvait être du déjà-vu, et je lui ai expliqué ce que c'était. Mais elle a secoué la tête et répondu « Non, ce n'était pas ça. Je l'ai vu avant. » Elle ne sait pas si c'était un rêve ou un genre de vision éveillée, juste que c'était clair dans son esprit. Une image précise. C'est la première fois qu'elle me parle de tout ça. Elle m'a assuré qu'elle n'inventait rien, et je la crois.
Ce n'est pas une enfant qui cherche à attirer l'attention ou à faire des blagues. Elle est calme, posée. Et quand elle m'a parlé de tout ça, c'était avec un sérieux déroutant. Je ne sais pas quoi en penser. Depuis cet après-midi, je repense à ces paroles. Et je me demande maintenant si ce n'était que 2 fois, ou si elle a simplement commencé à se souvenir. Ou à oser en parler. J'ai lu récemment une histoire totalement folle que je n'arrive pas à me sortir de la tête, celle de Thérèse Neumann, une mystique allemande du XXe siècle. Ce n'est pas une légende médiévale perdue dans le temps, c'est une femme qui a vécu jusqu'en 1962, et dont la vie a été documentée par des médecins, des prêtres et même des autorités civiles. L'histoire commence dans les années 1920. Thérèse est une jeune femme très croyante, vivant dans un petit village en Bavière. Après une série de maladies étranges et d'accidents, elle devient paralysée, presque aveugle, puis, selon les récits, elle est miraculeusement guérie après une vision de Sainte Thérèse de Lisieux. Jusque-là, on peut encore se dire, ok, guérison psychosomatique, effet placebo puissant, qui sait. Mais ensuite ça devient beaucoup plus étrange. Elle commence à développer ce qu'on appelle des stigmates, des blessures similaires à celles du Christ pendant la crucifixion, aux mains, aux pieds, au front, et même sur le côté du torse. Tous les vendredis, elle entre dans une sorte de transe religieuse intense pendant plusieurs heures, où elle revit la passion du Christ, en hurlant, saignant, les yeux révulsés, sans manger ni boire. Et c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Pendant plus de 30 ans, elle aurait cessé totalement de manger et de boire, sauf pour recevoir l'Eucharistie pendant la messe. Des prêtres, des médecins, même des représentants du gouvernement nazi, curieusement intéressés par les phénomènes mystiques à l'époque, sont venus la surveiller. Elle a été placée sous observation constante pendant des jours entiers, et les témoins disent qu'elle n'a rien absorbé d'autre que l'hostie. Pas de nourriture, pas d'eau, aucun signe de déshydratation ou de perte de poids. Certains médecins ont essayé de rationaliser. Peut-être qu'elle se nourrissait en cachette ? Mais plusieurs témoignages affirment qu'il n'y avait pas de possibilité de tricherie sans être vue. Et puis, comment expliquer une survie aussi longue dans ces conditions ? Sans eau, on meurt en quelques jours. Elle, ça a duré des décennies. Elle parlait aussi en langues anciennes pendant ses transes, latin, araméen, alors qu'elle était à peine éduquée. Elle décrivait en détail la crucifixion, des éléments inconnus à l'époque mais validés plus tard par des recherches historiques. Alors oui, les sceptiques disent que c'était une mystique hystérique, peut-être anorexique avec des troubles psychotiques, ou qu'elle bénéficiait d'un soutien discret de sa famille. Mais rien n'a jamais été prouvé. Et surtout, des témoins indépendants et parfois franchement sceptiques, ressortaient bouleversés après l'avoir vue. Alors voilà une histoire complètement dingue, et pourtant, bien documentée. Ingo Swann, artiste et psychique américain, a été au cœur d'un programme top secret de la CIA pendant la guerre froide. Et pas un obscur délire de complot, je parle de documents officiels déclassifiés, témoins encore vivants, et programmes financés avec de vrais dollars publics. Ingo Swann a été recruté dans les années 1970 dans le cadre du Stargate Project, un programme gouvernemental américain de vision à distance. Le but ? Entraîner des individus à projeter leur conscience à distance pour espionner des installations ennemies, en gros, des espions psychiques. Oui, la CIA a vraiment essayé ça, à cause de rumeurs selon lesquelles les soviétiques développaient des capacités psychiques militaires. Et Ingo n'était pas juste un cobaye, il est rapidement devenu la star du programme. Un de ses exploits les plus cités, c'est quand on lui a demandé de voir à distance les anneaux de Jupiter, avant que la sonde Voyager 1 n'y arrive. Il a décrit des anneaux autour de Jupiter, alors que les scientifiques de l'époque ne pensaient pas qu'il y en avait. Et bingo, quelques mois plus tard, Voyager 1 confirme leur existence. Coïncidence ? Coup de bol cosmique ? Peut-être. Mais ce n'est pas un cas isolé. Plus étrange encore, dans ces sessions, Swann a dit avoir vu des structures artificielles sur la Lune. Il parlait de bâtiments, de tours, de lumière, et même de présence non humaine.
Il a décrit certaines zones avec une précision troublante. Ce sont des transcriptions encore consultables aujourd'hui. Certains le prennent très au sérieux, d'autres y voient un délire New Age couplé à de l'auto-hypnose sous LSD, mais honnêtement, c'est difficile de ne pas être fasciné. Le programme a tourné pendant plus de 20 ans, et bien que les résultats soient officiellement qualifiés de non concluants, certains agents ont juré que les infos données par Swan et ses collègues avaient aidé à localiser des installations soviétiques, ou à prédire des événements qu'aucune source classique ne permettait de deviner. Je me demande si on saura un jour tout ce que ces mecs ont vu, ou cru voir. Et le plus bizarre, c'est que même aujourd'hui, d'anciens militaires américains disent que ces capacités fonctionnent encore pour certains. Ils parlent d'entraînement mental, de méditation profonde, d'ouverture sensorielle. Une sorte de hacking de la conscience. Quand mon ami Dalton et moi étions préadolescents, puis ados, on passait presque tous nos jours ensemble. De temps à autre, on se liait d'amitié avec un gamin du quartier, mais la plupart du temps, c'était juste lui et moi. Et c'est nous deux qui avons commencé ce qu'on appelait la chasse aux fantômes. C'était notre truc. Ça a commencé un été, après avoir regardé l'émission Ghost Adventures Crew à la télé, et on s'est dit, trop stylé, on devrait faire pareil. Alors, gamin fauché et déséuvré pendant les vacances d'été, on a téléchargé une appli stupide de radar à fantômes sur mon vieil iPod Touch, première génération, et on s'est mis à faire comme dans l'émission, si quelqu'un est ici avec nous, donnez-nous un signe, nous sommes là pour communiquer. Et ainsi de suite. On faisait ça dans chaque pièce de la maison de mes parents, une vieille maison victorienne. Aussi au terrain de jeu, dans le jardin, puis on a commencé à aller dans les bois, comme tout le monde les appelle. La maison de mes parents est en face d'un parc, et derrière le parc, il y a une rivière, quelques mises à l'eau improvisées pour des bateaux, et une grande zone boisée avec des sentiers de randonnée. 2 ou 3 endroits précis dans ces bois sont devenus nos repères, notamment les énormes tas de rochers que les ouvriers du coin déposaient à l'entrée des sentiers, près de la rivière. Ces tas de pierres ressemblaient à de petites montagnes. Le plus grand faisait peut-être 10 ou 12 mètres de haut. Il y en avait 4 ou 5. Pour 2 ados, c'était génial, comme notre propre forteresse rocheuse. Donc ouais, on avait nos petits moments du genre, waouh c'était flippant, qui pouvaient très bien s'expliquer, le vent, un vieux plancher qui craque, des bruits de la forêt. Mais un jour, les choses sont devenues réelles. C'est difficile de décrire ce qu'on a ressenti. Mais ça a bouleversé notre vision du monde. Ce jour-là, comme d'habitude, on est allé sur notre tas de rochers préférés. Il faisait beau, ensoleillé, vers midi. On avait une vieille batte en aluminium, une batte de gamin, qu'on avait emmenée pour taper dans des balles au terrain. On n'avait même pas de balles, juste la batte. Sur notre montagne de pierre, on commençait à s'ennuyer parce qu'aucun phénomène ne se produisait. Dalton me dit alors, je parie que je peux faire tenir la batte debout sur cette pierre. Naturellement, je lui réponds, tu rêves. Il essaie donc d'équilibrer l'extrémité arrondie de la batte sur une roche tout aussi ronde. Au bout de quelques secondes, il lâche la batte et dit, tout fier, tu vois. Je te l'avais dit. Tout content de lui. Je m'approche donc avec mon air moqueur pour la faire tomber, sauf que quand je pousse la batte, elle ne tombe pas. Elle bouge, mais elle résiste à la poussée et revient à la position d'équilibre. Comme si une force invisible la tenait. J'ai figé. J'ai essayé de la pousser encore une fois. Même résultat. Dalton pensait que je faisais une blague, alors il a essayé lui-même, et la batte ne bougeait toujours pas. Là, on s'est regardé, figé, perplexe. On a alors saisi la batte ensemble. Elle était glacée. Littéralement glacée, comme si elle avait été sortie du congélateur. En plein été. On ne savait plus quoi faire. On a lâché la batte, et elle tenait toujours debout toute seule. L'un de nous l'a repoussée, et cette fois, elle est enfin tombée comme elle aurait dû le faire dès le début. On a sursauté comme des chats effrayés et commencé à paniquer, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas possible. Notre chasse aux fantômes a vraiment marché. Notre peur s'est vite transformée en excitation. On venait de vivre,
pour la première fois, un phénomène physique paranormal, juste sous nos yeux. On est parti dans tous les sens à tester tout ce qu'on pouvait pour invoquer quelque chose. À un moment, Dalton a eu l'idée de tenir un petit caillou dans sa main en disant des phrases du genre « Si quelqu'un est là, montre-le en bougeant cette pierre », etc. Et là, j'ai vu cette pierre sauter de sa main et atterrir à environ 1,5 mètre devant nous. J'étais sous le choc. Je devais essayer à mon tour. Je voulais être sûr qu'il ne me faisait pas une farce. J'ai pris un petit caillou dans ma main, j'ai répété les mêmes phrases, j'ai attendu, et au bout d'une minute, le caillou a sauté de ma main comme si quelqu'un l'avait projeté. Je n'en revenais pas. On venait soit de découvrir la télékinésie, soit d'invoquer un esprit. Dans les deux cas, on était surexcité. On a continué à faire le test avec des cailloux. Et plus on le faisait, plus les choses devenaient étranges, des petits cailloux semblaient nous être lancés de nulle part, toutes les quelques minutes, des frissons, des sensations fortes comme si nos cheveux se dressaient sur la tête, des silhouettes qu'on apercevait entre les arbres. Et à un moment, on a vu une branche d'arbre morte, d'environ 1,20 mètres de long, fine comme un doigt, se lever du sol à 3 mètres de nous, comme si une main invisible la soulevait, puis la lançait vers nous. Là, on a flippé et décidé de rentrer. Une fois chez moi, encore surexcité par la découverte, j'ai voulu réessayer. J'ai pris une bouteille d'eau que je buvais, me suis assis à la table de la salle à manger, l'ai posée debout et j'ai répété nos phrases type « Si quelqu'un est ici, montre-le en bougeant cette bouteille ». Et là, j'ai senti comme si quelqu'un avait frappé la bouteille hors de mes mains. Elle a glissé sur la table et est tombée par terre. J'étais en feu. Ça marche vraiment, même ici. C'est dingue, j'avais hâte d'essayer avec autre chose. Mais c'est à ce moment que les choses sont devenues effrayantes. Un peu plus tard, je montais à l'étage vers ma chambre, et arrivé en haut, j'ai vu une silhouette noire, comme une ombre suspendue dans l'air, traverser l'encadrement de la porte de ma chambre, puis disparaître. J'ai eu la peur de ma vie. Ce n'était pas aussi impressionnant que les objets qui bougent ou le froid glacial, mais ce qui rend le paranormal si effrayant, c'est que c'est cool quand tu le cherches, mais quand ça te trouve sans prévenir, c'est terrifiant. Je me suis mis à courir dans les escaliers, le cœur battant à 1000 à l'heure, les larmes aux yeux, totalement paniqué. C'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi net devant moi. J'ai raconté à mon père ce que je venais de voir, complètement affolé. Et ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est sa réaction. Mon père n'a jamais reconnu quoi que ce soit de paranormal. D'habitude, quand je parlais de bruit ou de visions étranges, il disait que c'était mon imagination. Mais cette fois, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'un ton très sérieux. « Tu ferais mieux d'arrêter de jouer à ça. Je ne veux pas que tu ramènes quelque chose dans cette maison. Quelque chose t'a probablement suivi. » Je n'avais jamais entendu mon père parler comme ça. C'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté complètement la chasse aux fantômes. J'ai aussi appris plus tard que l'endroit où on faisait nos séances était une ancienne terre funéraire amérindienne. Beaucoup de gens sont morts dans cette rivière. D'autres ont aussi rapporté des phénomènes étranges là-bas. Ça fait maintenant 10 à 15 ans que je n'ai plus revu Dalton. Il a déménagé après le lycée, et on a perdu contact. Mais je repense beaucoup à ce qui s'est passé cet été-là. J'ai lu des choses sur différents cultes documentés, des gens qui parlent aux morts, des sorciers autoproclamés, et quelque chose m'a marqué, la magie salomonienne. C'était une pratique ancienne, ce type aurait invoqué des esprits, utilisé leurs forces, etc. Des trucs qu'on appelle aujourd'hui de la magie noire. J'ai toujours été quelqu'un de logique, qui cherche des explications scientifiques. Mais ce qu'on a vécu, ça dépasse tout ce que je comprends. Et je me demande, est-ce que cette magie salomonienne correspondait à ce que nous avons vécu? Est-ce qu'ils avaient trouvé un moyen d'aller plus loin que ce que nous avons effleuré? Est-ce que c'est une science qu'on peut étudier? La magie est-elle réelle? Ma vie est-elle un mensonge? Bon, là je pars en vrille, mais est-ce vraiment le cas? Comment peut-on affirmer que la magie, les esprits, la sorcellerie et les phénomènes paranormaux n'existent pas? Ce que j'ai vécu était réel. Et si c'est réel, alors peut-être que des gens, au fil de l'histoire, ont su en faire bien plus.
Et si tout cela était connecté? Et si c'était une forme d'énergie naturelle, comme les peuples autochtones en parlent depuis toujours? Qu'est-ce que Dalton et moi avons vécu cet été-là? Je veux comprendre. J'ai besoin d'en savoir plus. Et si c'était une énergie qu'on peut canaliser? Et si les fantômes étaient réels? Je pars dans tous les sens, mais tout ce que je sais, c'est que ce qu'on a vécu prouve une chose. Il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas encore, et elles sont à la fois effrayantes et incroyables. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.